Vous allez voir qu'il y a des échecs qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, en particulier quand cela touche la sécurité d'une partie du monde. L'échec, c'est celui de Donald Trump. La partie du monde, c'est le Moyen-Orient et plus particulièrement l'Iran et Israël sur fond de frappe et de nouveau de nucléaire. Téhéran, qui hier a prévenu Washington, si les Israéliens tentent quoi que ce soit, ce sont les bases américaines qui seront rayées de la carte. Un avertissement, Laura, déjà pris très au sérieux par les Américains qui retirent une partie de leur personnel. Une partie de leur personnel au Moyen-Orient. En effet, c'est Donald Trump qui a confirmé cette information hier, répondant à la question d'une journaliste alors qu'il se rendait à une représentation des Misérables à Washington. Écoutons-le. Est-ce que le personnel américain a été déplacé hors du Moyen-Orient à distance de frappe? Eh bien, ils sont déplacés parce que cela pourrait être un endroit dangereux. Et nous verrons ce qui se passera. Mais nous avons donné un avis de départ. Et nous verrons ce qui se passera. Ce que l'on sait, c'est que les États-Unis vont évacuer le personnel non essentiel de leur ambassade à Bagdad, ainsi que les familles du personnel militaire de plusieurs bases du Golfe. Le pays dispose de nombreuses bases militaires à proximité de l'Iran, dont la plus importante est celle d'Al Udeid, ici au Qatar, qui abrite le CENTCOM, siège du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient. Alors, est-ce que l'on sait, Laura, pourquoi ces bases sont évacuées avec leur personnel ? Les États-Unis et l'Iran sont actuellement, Christophe, en négociation pour obtenir un nouvel accord sur le programme nucléaire iranien. Depuis avril, 5 cycles de discussions ont déjà eu lieu sous la médiation d'Oman. Côté iranien, elles sont menées par Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères. Côté américain, par Steve Witkoff, l'émissaire spécial du président Trump. Mais ces discussions semblent s'être envenimées car l'Iran aurait reçu des États-Unis une proposition jugée contraire à ses intérêts. Si un conflit nous est imposé, l'autre camp subira plus de pertes que nous, a déclaré hier le ministre iranien de la Défense, Aziz Nazizradeh. Je le cite, « Dans ce cas, les États-Unis devront quitter la région. Toutes leurs bases sont à notre portée. Nous y avons accès et nous n'hésiterons pas à les viser. » De son côté, dès lundi, Donald Trump s'était déclaré moins confiant de parvenir à un accord, accusant l'Iran de tergiverser. Et pourtant ce matin, dernière information, Oman a bien confirmé qu'un 6e cycle de négociations se tiendra dimanche à Mascate, entre l'Iran et les États-Unis. Pas de réaction des deux pays concernés pour l'instant. Merci beaucoup, Laura Gallagher. C'est un sujet brûlant. Alors, on peut reparler de cet échec de Donald Trump, qui là aussi, comme pour l'Ukraine, pensait avoir réussi, mais également des menaces de l'Iran. On peut mettre également dans notre discussion le dernier rapport de l'AIEA, qui est alarmant sur la possession en matière de nucléaire de Téhéran et des Mollahs. Alors le dernier rapport, en l'occurrence, fait état, et c'est quelque chose que Raphaël Mariano Grossi, sur notre antenne, donc sur LCI, avait déjà déclaré il y a un moment. À l'époque, c'était il y a 1 an, si je me souviens bien, il déclarait que l'Iran avait suffisamment de matière pour 9 ogives. Désormais, on est passé à 10. Attention, il faudrait des mois avant de pouvoir arsenaliser, c'est-à-dire constituer l'arme à partir de cette matière. Mais c'est déjà beaucoup trop loin pour beaucoup d'observateurs, à commencer par les Israéliens et probablement les Américains. Maintenant, sur ce moment très tendu qui est en train de se jouer, vous faisiez référence à l'AIEA, le comité central s'est réuni ce matin même à Vienne autour de ce même Raphaël Mariano Grossi. À la demande des Français, des Britanniques, des Allemands et des Américains, ils ont voté la censure, ce qu'on appelle en anglais la censure contre les Iraniens. Ce qui veut dire, en vertu du non-respect de certaines de leurs obligations, ils risquent de se voir imposer de nouvelles sanctions. Donc les Iraniens ont prévenu, si vous faites ça, il y aura des conséquences très concrètes. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer ? Et on est en plein dans l'ambiguïté stratégique et le brouillard de la guerre. A priori, je dis bien a priori, Donald Trump, il l'a déjà dit publiquement, il ne veut pas d'une opération, pour l'instant, militaire israélienne contre les Iraniens. Il l'a fait savoir 2 fois. Les Israéliens ont clairement identifié une fenêtre d'opportunité qui pourrait se refermer dans un futur proche. Fenêtre d'opportunité parce qu'ils ont remporté des victoires tactiques considérables contre le Hezbollah du côté du Liban, la chute de Bachar, qui est une courroie de transmission pour les Iraniens en Syrie, les proxys sont affaiblis, le Hamas, les Houthis, etc. Donc il est possible que Netanyahou, qui n'a cessé de dire aux Iraniens ce dimanche, si les pourparlers se tiennent bien, ce serait les quatrièmes pourparlers entre les Américains et les Iraniens. Attention, ma patience a des limites.
l'option militaire, elle est sur la table. Peut-être qu'il est en train de dire, écoutez, moi, j'ai essayé d'empêcher les Israéliens, là, je ne réponds plus de rien. Magali, est-ce qu'il peut frapper l'Iran et du coup déclencher cette colère de Téhéran et notamment cette menace, frapper toutes les bases américaines dans la région? Est-ce qu'il peut s'affranchir de la tutelle des Américains et de Donald Trump? En tous les cas, c'est la menace qui est mise sur la table. Mais en effet, il y a eu ces rendez-vous, notamment de Netanyahou à la Maison-Blanche, où Donald Trump fait savoir publiquement qu'il ne veut pas de frappe israélienne pendant le temps de ces négociations. Et on voit un Netanyahou qui est assez saisi et qui manifestement n'avait pas anticipé ce genre de discours venant de celui qui le voyait être le meilleur ami d'Israël. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un moment... En effet, le moment de vérité finalement approche parce que on est au bout du cycle de négociation. Ça s'est manifestement pas bien passé. L'Iran, suite à la décision dont parlait Gallagher de l'Agence pour l'énergie atomique, a dit que dans ces conditions, si maintenant on menaçait l'Iran de nouvelles sanctions, alors l'Iran allait augmenter significativement son uranium, sa production d'uranium enrichi. Et il vient de dire à l'instant que l'Iran allait même construire un nouveau site d'enrichissement. Donc on est vraiment menace face à d'autres menaces. On est dans ce moment extrêmement, extrêmement tendu, avec encore ce rendez-vous qui est toujours programmé, comme le disait Laura, de la diplomatie, dimanche à Oman, entre Witkoff, l'émissaire de Trump, et le ministre des Affaires étrangères iranien. Joséphine, échec possible de Donald Trump, mais qui semble, alors on l'a vu dans ce petit sonore, prendre les menaces de Téhéran au sérieux, puisque les Américains commencent à évacuer une partie du personnel de leur base. Oui, et ce que sait Donald Trump, c'est que les Américains, l'opinion publique, n'a absolument pas envie d'être à nouveau engagé dans un conflit au Moyen-Orient. Il a fait toute sa campagne sur le fait que les États-Unis n'avaient surtout plus à s'occuper des affaires du monde, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Donc pour lui, ce serait un camouflet vraiment incroyable de devoir renvoyer des hommes dans la région, des militaires, pour essayer de stabiliser une situation. Donc ça, il n'en veut pas. Maintenant, on a vu qu'il avait eu un entretien dernièrement avec Netanyahou qui ne s'était pas très bien passé et que le rapport de force a vraiment été enclenché entre les deux présidents. On ne sait pas finalement lequel aura le dernier mot, mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump, dans ses dernières déclarations, a l'air, comme il l'avait fait avec la Russie, de dire bon, finalement, les négociations n'avancent pas tant que ça, de leur fait. Ils n'ont pas envie d'avancer et de négocier, donc on va peut-être se retirer du jeu. Ce qui veut dire ensuite, pour la Russie, laisser le champ libre à Vladimir Poutine, pour l'Iran, laisser le champ libre potentiellement à une attaque d'Israël sur des bases nucléaires, ou alors à l'Iran, elle aussi, de répliquer. Donc on voit quand même une tentation de désengagement de ce dossier-là comme des autres. Les conséquences seront terribles, on y revient dans quelques instants bien évidemment, puisque ce serait une guerre entre l'Iran et Israël. Et puis vous écouterez d'ailleurs le ministre de la Défense de Téhéran qui lui cible directement les Américains, une façon aussi peut-être de les impliquer dans ce conflit. À tout de suite. On revient sur cet échec de Donald Trump et ses lourdes conséquences dans LCI midi, et notamment un affrontement, une guerre entre l'Iran et Israël, et vous allez l'entendre de la part de Téhéran, cette menace en cas de frappe de l'État hébreu sur le sol iranien. Eh bien, ce sont les bases américaines dans la région qui seront tout simplement rayées de la carte. Les négociations peuvent aboutir, mais si ce n'est pas le cas et qu'un conflit nous est imposé, l'autre camp subira plus de pertes que nous. Et dans ce cas, les États-Unis devront quitter la région. Toutes leurs bases sont à notre portée. Nous y avons accès et nous n'hésiterons pas à les viser. Notre dernier succès remonte à une semaine seulement, avec le test d'un missile équipé d'une ogive de 2 tonnes. Et nous voilà prévenus. Alors les Américains, oui, je vous le disais, qui commencent d'ores et déjà à évacuer leur base. Le problème, c'est qu'entre l'Iran et les États-Unis, il y a un certain Benjamin Netanyahou. Écoutez cette prise de position hier qui ne devrait rien arranger. L'Argentine est devenue un refuge pour des milliers de Juifs. Ils ont cherché refuge pour échapper à la détresse économique et aux persécutions antisémites, non seulement en Europe de l'Est, mais aussi dans l'Empire ottoman. Un empire qui, je pense, ne renaîtra pas de sitôt.
Voilà, Magali, la prévision du Premier ministre israélien, et on sait que aujourd'hui, eh bien, les Israéliens se disent prêts à frapper l'Iran. Israël n'a jamais, Benyamin Netanyahou n'a jamais cru à des négociations possibles avec le régime iranien. C'est pour ça qu'il avait encouragé Donald Trump lors du premier mandat à sortir de l'accord signé sur le nucléaire iranien, et que là, il met aussi une pression pour que ces négociations capotent. Il n'y croit pas depuis le début. Ce qui est sûr, c'est qu'on est à un moment charnière avec une montée des tensions, une espèce de poker menteur aussi des deux côtés, avec l'Iran, on vient de l'entendre, qui menace les bases américaines. La menace, elle est quand même prise très très au sérieux, parce que le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, était auditionné par le Congrès américain cette semaine et a annoncé quand même qu'un certain nombre de matériels qui étaient destinés à l'Ukraine, de technologies anti-drones, qui devaient être livrés à l'Ukraine pour protéger les villes ukrainiennes, eh bien, ça n'allait pas partir vers l'Ukraine, mais justement vers les bases américaines, parce qu'il fallait absolument quand même défendre et avoir la technologie pour défendre ces bases américaines qui sont évidemment menacées par l'Iran au cas où ces négociations n'aboutissent à rien. Gallagher, est-ce que Donald Trump peut s'en laver les mains comme il semble le faire avec l'Ukraine, ou c'est impossible? L'Amérique restera toujours le fidèle soutien d'Israël, quoi qu'il fasse. Si les bases américaines peuvent être visées, j'allais dire, par les Iraniens, c'est qu'ils restent quand même très physiquement présents et donc très engagés. Il y a notamment un porte-aéronef très important dans la mer d'Oman, donc au sud de la péninsule, le Carl Vinson, avec 60 avions à son bord, dont des F-35. Donc vous voyez, on est au sud d'Oman. Vous avez la plus grande base de la région au Qatar, la base Al-Udeid, avec en moyenne 10 à 11 000 Américains stationnés là-bas de manière permanente. Les Américains sont très engagés. Après, il y a une question d'alliance, il y a des questions économiques, mais là-dessus, je tempérerai un petit peu. Les Américains sont désormais en situation d'autosuffisance en matière de production d'énergie fossile. Donc il y a moins ce côté-là. Donc il y a une part, je le redis, je pense, de poker menteur qui n'enlève rien à l'extrême dangerosité de la situation. Vous parliez des bases américaines, je pense que les Saoudiens se sentent très potentiellement menacés. Donc ils font sans doute partie des voix qui font pression sur les Américains pour qu'eux, à leur tour, fassent pression sur les Israéliens pour que ça ne se fasse pas. On sait qu'ils se sont rabibochés, entre guillemets, avec les Iraniens par l'entremise des Chinois. Mais tout cela est très, très inquiétant. Je termine en disant simplement que les Américains qui demandent à leur personnel de se retirer d'Irak et possiblement du Bahreïn et d'autres Émirats, d'autres pays, ça peut être une manière d'accroître la pression sur les Iraniens dans le cadre d'un processus de négociation qui, pour l'instant, est toujours en cours. Joséphine, est-ce que l'on pourrait boucler la boucle avec le conflit précédent et se dire que les Russes auraient tout intérêt à ce que ça dérape? Ou pas? C'est quand même dangereux, parce que même pour Vladimir Poutine, il ne pourrait pas contrôler le dérapage jusqu'au bout. Il y a quand même un rapport de force entre Israël et l'Iran. Israël est quand même doté, a le soutien des États-Unis. On pourrait être dans une confrontation type guerre froide avec d'autres pays engagés, mais pour la Russie, les conséquences pourraient potentiellement être très importante. Je ne pense pas que Vladimir Poutine encourage à un dérapage dans la région. L'autre question, est-ce que les Américains riposteront? Est-ce que vous savez comment ils pourraient riposter si l'une de leurs bases était touchée? Que ce soit directement par l'Iran, mais également par les proxys. Alors, le Hezbollah est un peu loin, mais il y a les Houthis, bien évidemment, depuis le Yémen. Ça, c'est tout à fait possible. Ils le font assez régulièrement. Non, ce serait une réponse dévastatrice. Il y a un général. Il frapperait à ce moment-là l'Iran. Oui, il y a un général qui s'appelle le général Kurillo qui s'est exprimé cette semaine devant une commission à la Chambre. Il devait s'exprimer aujourd'hui, jeudi à nouveau. Ça a été annulé pour des raisons qui n'ont pas été communiquées par la Maison-Blanche. Et durant cette audition, les Iraniens ont vivement réagi. Il a expliqué qu'il avait présenté au président Trump des plans de frappe, donc différentes options de frappe contre les Iraniens. Il faut se rappeler que Donald Trump, il a quand même une personnalité très, très particulière.
quand il a demandé qu'est-ce qui était faisable lors de son premier mandat contre les Iraniens, la légende urbaine, c'est qu'il y a 7 options qui lui ont présentées. La plus dangereuse, c'est l'élimination de Qassem Soleimani, l'ancien patron des gardiens de la Révolution, et il dit « moi je veux ça ». Et donc, Qassem Soleimani a été éliminé par un drone devant l'aéroport de Bagdad. Magali, on peut imaginer ce type de réponse de la part des Américains, c'est-à-dire des réponses très, très ciblées, notamment contre les gardiens de la Révolution, contre les mollahs? Bien sûr, et il est certain que les Américains se préparent à tous les scénarios, cette fois-ci encore. Après, on parlait de Vladimir Poutine. Rappelons-nous que dans le dernier coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, dans le communiqué qui sort, il est question de l'Iran. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre à quel point Trump, à un moment, met dans la balance le dossier du nucléaire iranien et manifestement appelle Vladimir Poutine à faire pression sur l'Iran, qui est quand même le partenaire aussi de la Russie dans cette guerre en Ukraine, en disant aide-moi, en fait, un espèce de donnant-donnant, aide-moi sur l'Iran à conclure le deal. Et à ce moment-là, sur l'Ukraine, je laisserai le champ libre. Il y a eu manifestement dans cette discussion cette question du nucléaire iranien évoquée pour justement mettre encore une fois une pression maximale pour que le deal nucléaire puisse se faire.